Kwekwe, bonjour, Olukut. Je suis Sophie-Claude Miller et je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. À chaque semaine, depuis notre premier bulletin, nous vous présentons le profil d'une nation autochtone au Québec. Nous nous sommes entretenus avec des membres de la nation Innu à propos de leurs succès et des défis à venir. Voici ce qu'ils ont partagé avec nous. Là, dans le fond, c'est une représentation un peu d'une famille traditionnelle Innu. Oui, absolument, oui. Lauréat Moreau partage aux visiteurs provenant de partout au monde la culture de sa nation Innu au musée Chapoutoine, et ce, depuis déjà plus de 20 ans. On y discute de plusieurs aspects, dont l'origine exacte du mot Innu. Innu, ça vient du mot Inyun, I-N-N-I-U-N, qui signifie la vie. Donc, on est des êtres vivants ou des êtres humains aussi. En passant par une théorie sur la réelle fonction des chapeaux qui était aussi unique que reconnue chez les Inukshuk. On dit aussi que ce serait un modèle que les missionnaires auraient confectionné pour les femmes. Pourquoi? Bien, pour cacher la chevelure des femmes, pour ne pas déranger les hommes dans leurs prières. Moreau explique que le musée est beaucoup plus qu'une manière de préserver la culture Innu. C'est une question d'éducation et la porte est ouverte. Il y a des gens, des fois, qui vivent à côté de nous, qui nous connaissent très peu. Les Innu ont réussi à faire reconnaître leur présence de nombreuses façons. Le festival musical annuel Inunigemu est un tremplin artistique pour plusieurs de leurs talentueux musiciens, tels que Florent Volant, reconnu mondialement. Jusqu'à tous ceux qui suivent ses traces, les nominations à la disque en 2019 parlent d'elles-mêmes. Le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, est aussi membre de la nation Innu. Il dit constater beaucoup de progrès depuis qu'il est entré en fonction il y a 27 ans. Je suis très optimiste par rapport à la suite des choses. Et je pense qu'on est engagé, on est en train de faire le virage. Mais cela ne veut pas dire que tout est parfait au Nitassinan. En décembre 2017, l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées s'est arrêtée à Maniotenam pour les audiences. Plusieurs témoignages étaient en lien avec les effets secondaires du traumatisme post-colonial. Les problématiques sociales en lien au pensionnat, qui furent mentionnées répétitivement comme étant à résoudre au sein de plusieurs communautés, n'épargnent malheureusement pas les Inuits. Mais je pense qu'en même temps, le défi qui nous est vraiment commun, c'est comment redonner un peu l'énergie à nos populations, à nos communautés. Le chef de Wahat Makmaliotenam, Mike McKenzie, affirme que les chefs Innu travaillent à guider les jeunes sur un chemin positif. On s'est mobilisé depuis quand même un an, puis on continue à trouver des solutions par rapport à enrayer les drogues à l'intérieur des communautés. McKenzie mentionne que la culture est une force importante dans cette bataille. Et dans les institutions comme le musée Chapoutoine, elle semble être entre bonnes mains. Sophie-Claude Miller, Nouvelle nationale d'APTN, Maniotenam. La fermeture d'un important refuge pour sans-abri de Montréal a eu des répercussions directes sur la population autochtone urbaine de la ville. En attendant l'ajout de ressources provenant des gouvernements provinciaux et municipaux, un organisme d'aide international continue son travail avec la clinique mobile. Un reportage de Lindsay Richardson. En tant qu'organisme d'aide international, Médecins du Monde ne traite pas les patients dans une salle d'attente de 4 murs. Ce sont plutôt les intervenants sociaux qui patrouillent les premières lignes des zones de crise dans 78 pays à l'échelle planétaire, déployant des ressources urgentes de santé là où les ressources se font rares autrement. Mais ils travaillent aussi avec des groupes marginalisés plus près de la maison. Lorsqu'une vague de surdoses et de décès liés aux drogues a déclenché un état d'urgence de santé publique en Colombie-Britannique, Médecins du Monde a déployé sa clinique mobile dans les rues du quartier Downtown Eastside de Vancouver, offrant les mêmes services confidentiels de consultation médicale qui sont offerts ici, à Montréal, depuis les 5 dernières années. Mostly people come, they have many questions about sexual health. Also they have wounds or things like that, like chronic pain because of their lifestyle. Living on the streets, it's really hard. En tant que l'une des 2 infirmières qui travaillent en rotation avec la clinique mobile de Montréal, Jair Rivard affirme que les endroits les plus occupés sont ceux qui n'offrent pas de service d'approche. In some neighborhoods, there is not a lot of stuff, like no food banks or no shelters. So in this place, people are mostly outside, so it's easier to find them. In comparison to other neighborhoods where people are more in
squat or they are living at someone else's house. La population de sans-abri a augmenté depuis la création de la clinique en 2014. Un sondage gouvernemental publié un peu plus tôt cette année faisait état de plus de 3000 sans-abri visibles au cœur de centre-ville. Mais leur nombre réel est estimé être beaucoup plus élevé. Et les problèmes sont très complexes. It's really different. We have really to adjust our practice with people we see. We work with people who have experiences many difficulties in the healthcare system, so we try to give them positive experience. Pour la population autochtone urbaine, les besoins sont criants dans les secteurs toujours en développement, comme le square Cabot. La fermeture du refuge La Porte Ouverte a poussé les sans-abri vers la rue ou à s'installer en grand nombre sur la propriété désormais fermée. Un refuge pour femmes tout près et exploité au-delà de sa capacité et avec peu de ressources. Pendant ce temps, les hommes itinérants sont laissés pour compte. Alors que la clinique mobile offre des soins immédiats, Jaël souligne l'importance de soutien constant et de suivi par les groupes communautaires de Montréal. Et plusieurs d'entre eux manquent désespérément de financement. Dans un communiqué, la Ville de Montréal dit avoir travaillé depuis plusieurs mois à l'ouverture d'un nouveau centre de jour et qu'elle est toujours en discussion avec le ministère de la Santé, le réseau de la santé et autres. Et bien que soit loin d'une zone de guerre, lorsqu'il est en question des sans-abri, les batailles les plus importantes de Montréal sont de nature bureaucratique. We try to be the bridge between these people and the healthcare system. Il faut rendre les soins de santé accessibles au-delà des frontières et au-delà des différentes réalités. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Vous êtes cordialement invités à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont toujours les bienvenus. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle au pluriel APTN en un mot, sur Twitter @nouvelle au pluriel APTN et pour nous rejoindre par courriel, l'adresse est le info nouvelle au pluriel @aptn.ca. Guillaume Carle, le leader d'une organisation controversée au Québec dans le milieu autochtone, fait maintenant face à des charges d'inconduite sexuelle envers quelqu'un de mineur selon des rapports. Les charges ont été reportées dans la Cour de justice de Gatineau le 12 septembre. Selon ce que rapportent les médias, les incidents en question datent jusqu'en 1988 et 1989. Une enquête fut lancée suite à l'émission d'un avis d'interdiction de contact avec la victime en juin. Carle doit paraître devant la Cour à la fin du mois et il nie les allégations. L'homme de 59 ans est le grand chef de l'organisme à but non lucratif qui a la présente dénomination sociale Gouvernement Confédération des peuples autochtones du Canada. Ce groupe a maintes fois été critiqué pour avoir émis de fausses cartes de statut indien. C'est la pause. Au retour, de bonnes nouvelles pour la nation Squamish à l'égard de l'oléoduc Trans Mountain et des papillons monarques en territoire Iwarta. À tout de suite. Merci d'être de retour avec nous. Un nombre record d'Autochtones ont voté lors des élections fédérales de 2015. Comme APTN News en avait fait mention à l'époque, un nombre insuffisant de bulletins de vote avait été observé dans certaines réserves en raison du taux de participation élevé. Stéphane Perreault, directeur général des élections du Canada, a tenu une conférence de presse à Ottawa cette semaine. Il a déclaré qu'Élections Canada collabore plus étroitement avec les communautés autochtones cette fois-ci. Perreault a bon espoir que les Premières Nations reçoivent de meilleurs services lors de cette élection. We've started working in particular with 96 communities that were where there are indicators of under-registration or service problems to engage with them earlier in the electoral cycle. So since last spring, there have been some active engagement to make sure that that we understand their needs, that we can improve their registration, and that the voting services are designed to meet their needs, and to hire more Indigenous people to work at the polls. And I think which is one of the best ways to serve them. Une organisation nationale représentant les enfants et les jeunes demande au gouvernement de trouver une solution au nombre de suicides chez les jeunes au Canada. Le suicide est la deuxième cause principale de décès chez les jeunes ici.
Lors de son congrès national, le Conseil canadien des défenseurs des enfants et des jeunes a publié une nouvelle étude sur le suicide chez les jeunes. À l'intérieur, des recommandations à l'intention du gouvernement fédéral furent mises de l'avant. Le groupe affirme que les données nationales sur le suicide et les tentatives de suicide sont insuffisantes. Il réclame la création d'un système de données intergouvernemental. Et le groupe recommande au gouvernement de travailler avec les jeunes autochtones et les dirigeants afin de développer des plans d'action qui répondent aux besoins de chaque communauté. La Nation Squamish et la Ville de Vancouver ont remporté l'appel qui remettait en question le processus d'évaluation environnementale sur lequel la province de la Colombie-Britannique s'est fiée pour accorder des permis à Trans Mountain pour son oléoduc. C'est un autre pas vers l'arrière pour l'agrandissement de l'oléoduc de Trans Mountain. La Cour de la Colombie-Britannique somme maintenant la province à réévaluer son processus de certification d'évaluation pour l'oléoduc ainsi que ses conditions. La victoire des Squamish, lorsque combinée aux 6 Premières Nations qui ont obtenu un appel fédéral, place l'oléoduc de Trans Mountain dans une position délicate, affirme le grand chef Stuart Phillip. Both decisions put together represent a very significant challenge in terms of economic certainty for TMX. I'm sure that the investment community is incredibly shocked and rocked by these double decisions here. So I've always maintained that this project will never see the light of day. C'est le temps de l'année où ces papillons aux couleurs distinctes de noir et d'orange s'envolent pour une migration épique vers le sud. Non seulement le parcours des papillons monarques est un vrai marathon, mais ils font face à d'autres défis. Voici donc Annette Francis qui nous parle d'un couple de la Première Nation Yawarta qui leur vient en aide. Peu d'entre nous ont une vue d'oiseau comme celle-ci. Pour Sandra et Barrymore, c'est quelque chose qu'ils anticipent. 3 up in there. Very nice. There'll be butterflies by this evening. Oh, there'll be butterflies this afternoon. La population de monarques connaît un déclin depuis les dernières décennies en raison de l'utilisation de pesticides, la destruction de leur habitat, des changements climatiques et de la maladie. Mais les morts espèrent changer les choses. Après avoir observé comment leur nièce faisait, ils ont entrepris un projet pour s'assurer que les monarques puissent éclore en un lieu sûr. I saw what she had for a cage, and I thought, well, I built a cage. So we built a cage, and we had no problem finding lots of caterpillars and eggs to put in it. There's lots of them, and if you can get them in the farmer's field before he cuts the hay, then you can find all kinds of them. But after you cut the hay, of course, the haybine destroys everything. The egg, the larva. The chrysalis. That generation of monarchs is destroyed. Alors, au cours des dernières années, pendant une période d'environ 6 semaines, les morts peuvent fréquemment être vus à se rendre au champ pour recueillir la principale source de nourriture pour leurs chenilles, l'asclépiade. Selon Sandra, les chenilles mangent beaucoup avant de se transformer en chrysalides. Cette année, ils ont pu envoyer plus de 100 000 monarques vers leur destination. Un périple de plus de 5 000 kilomètres où ils passeront l'hiver dans la forêt du Mexique. Oh, it's like your kids leaving home. There's part of it that's a relief because you don't have to go hunt milkweed anymore. You don't have to go out every morning in the cold and see what they're doing. But it's really sad because it's over. It's over till next year. Elle affirme qu'ils ont appris beaucoup sur cette espèce orange et noire. This is a girl. There's no black spots on the lower wings. I'll show you what the boys look like. That's a girl. This is a boy. See those 2 black spots on the lower wings? Here and here. That's a boy. And as soon as these guys are warmed up enough, they'll be gone. Le projet comporte aussi d'autres avantages en matière d'éducation. The number of people who just drop by just to observe, and the kids, the daycare, we have daycare here, and the kids come down and watch the caterpillars and put them in their hand. It gets the next generation and get an interest. Sandra et Barrymore affirment qu'ils poursuivront leur projet sur les papillons monarques aussi longtemps que nécessaire.
Un reportage d'Annette Francis, nouvelle nationale d'APTN Première Nation Hiawatha. L'heure de la dernière pause du bulletin est déjà arrivée. Et au retour, je m'entretiens avec le député fédéral, membre de la Nation Cri, Roméo Saganache. Wadja, re-bienvenue aux Nouvelles nationales. Survivant des pensionnats pour Indiens, avocat et député fédéral pour le NPD depuis 8 ans de la circonscription Bay James Nunavik-EU, celui qui, en Chambre des communes, a osé dire que le premier ministre Trudeau se foutait des Autochtones, Roméo Saganache. Alors, bonjour, Monsieur Saganache. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, aujourd'hui, vous vous joignez à nous dans le cadre des Nouvelles nationales. On aimerait savoir un peu, vous avez une carrière vraiment remplie derrière vous. Pour vous, quel est votre moment le plus grandiose de votre carrière? Quel est votre plus grand moment marquant de votre carrière, selon vous? Oh boy, c'est une question qui est difficile. Bien évidemment, en tant que survivant des pensionnats, c'est toujours marquant, cette étape-là, pour n'importe qui, je pense, incluant moi-même. D'autre part, je pense que j'ai toujours voulu contribuer au développement de ma société, de ma communauté, et c'est ce que j'ai fait. Je disais, il y a quelque temps, il n'y a pas très longtemps, que j'ai commencé à travailler avec les CRI, avec Billy Diamond, en fait, le regretté Billy Diamond, en 1981. Donc, ça fait très longtemps que je roule ma bosse avec les CRI à différentes fonctions, différents titres, incluant comme député récemment aussi. Donc, je ne regrette rien, en fait. Je suis content d'avoir contribué à ma façon au développement des communautés autochtones à travers le pays, au développement de ma communauté CRI aussi. Merci. Et donc, votre passage à la Chambre des communes en tant que député de Iou-Ichi Nunavik EU, nord du Québec, en fait, ce qui arrive, c'est que vous avez présenté le projet de loi C-262 dans l'objectif de demander au gouvernement fédéral qui est en place de respecter les articles plus spécifiquement 43 et 44 de la Charte des droits autochtones des Nations unies. Et donc, c'est dans le but de respecter cette charte-là. Et puis, lors de la dernière session aux communes, avant les vacances d'été, votre projet, comme était tassé, a été mis sur la glace. Qu'est-ce qui va arriver avec ce projet-là? Est-ce que c'est terminé pour toujours? Est-ce que le NPD va le remettre, va le représenter? Qu'est-ce qui va arriver avec ce projet-là? Je pense qu'il n'y a rien qui empêche qui que ce soit de revenir avec un projet de loi similaire. Ça peut être une loi gouvernementale ou un projet de loi privé, comme c'était le cas avec le mien. Donc, ça n'empêche personne de revenir avec ça. Je sais que le leader des sénateurs libéraux au Sénat a mentionné que le gouvernement allait revenir avec un projet de loi similaire, gouvernemental, si le gouvernement Trudeau est réélu. Ils ont déjà promis des choses pareilles dans le passé. Alors, je sais qu'une des choses les plus difficiles à faire en politique à Ottawa, c'est respecter une promesse libérale. Alors, je ne compte pas tellement là-dessus, mais j'ose espérer qu'il y aura des députés qui vont revenir avec un projet de loi similaire, parce que je trouve essentiel que nos lois soient compatibles avec la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Et pas seulement nos lois fédérales, mais également les politiques fédérales et d'autres façons de faire au fédéral. Je pense que si on veut aller dans le sens de la réconciliation telle que recommandée par la Commission de vérité et réconciliation, tu mentionnais l'appel à l'action 43, l'appel à l'action 44, c'est effectivement ce que la Commission a recommandé, qu'on adopte pleinement et qu'on met en œuvre la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones comme cadre de réconciliation. C'est ce que la Commission a demandé et c'est ce que mon projet de loi visait à faire. Et malheureusement, cette institution qui est non élue
a décidé de faire autrement, malheureusement. Et puis, pour le commun des mortels qui est peut-être pas très familier avec cette déclaration de l'ONU, quand on parle de l'article 43 et 44, le fait de faire respecter cette déclaration-là, c'est quoi concrètement là, au quotidien pour les Autochtones et les non-Autochtones qui sont peut-être pas au courant de ce que c'est? Si vous pouvez peut-être essayer de vulgariser qu'est-ce que ça ferait dans le concret? Je pense que c'est un des instruments en droit international qui est le plus complet en termes de droits des Autochtones. Il y a 400 millions d'individus autochtones à travers plus de 90 pays dans le monde. Et ces droits qui sont consacrés dans cette déclaration sont des droits politiques, économiques, culturels, sociaux, environnementaux et même spirituels. L'article 25 de la Déclaration des Nations unies parle de cette relation distincte et spirituelle que nous entretenons avec nos terres, nos territoires et nos ressources. Alors, c'est important d'avoir tous ces droits qui sont reconnus au niveau international comme des droits humains. Je pense que le Canada doit emboîter le pas également à cet égard. Rarement que les tribunaux ont considéré les droits des peuples autochtones comme des droits humains. Ils ont passé proche dans la cause Chilcotin en juin 2014 lorsqu'ils parlaient de partie 1 et la Charte des droits et libertés, partie 1 de la Constitution canadienne et l'article 35, partie 2 de la Constitution comme des dispositions sœurs. Donc, qui servent à limiter les pouvoirs des gouvernements, autant provincial que fédéral. Donc, c'est important d'avoir un instrument juridique comme une loi fédérale pour s'assurer que nos lois respectent la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Tu mentionnes 43 et 44, c'est pas nécessairement ce que mon projet de loi faisait. Mon projet de loi mettait en œuvre les appels à l'action 43 et 44 de la Commission de vérité et réconciliation, qui demandaient au gouvernement fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux d'adopter pleinement et de mettre en œuvre la Déclaration des Nations unies comme cadre de réconciliation. Et puis, merci beaucoup pour cette explication-là, M. Saganache. Dites-moi, pour l'avenir, est-ce que vous avez des projets ou est-ce que vous allez simplement aller dans USG et profiter du territoire? Je pense que ça va être les deux. Je ne suis pas prêt à accrocher mes patins, comme on dit dans le sport. J'ai plusieurs offres sur la table que je n'ai pas encore considérées. Je vais terminer comme il faut mon mandat et j'ai plusieurs choses à faire en tant que député sortant. Vous savez que quand tu décides de ne pas te représenter, il y a beaucoup d'aspects administratifs à conclure avec la Chambre des communes. Alors, il y a beaucoup de travail encore à faire et lorsque je terminerai définitivement, je commencerai à considérer les offres qui sont sur la table. D'accord. Je suis encore très jeune. Monsieur Saganache? Parfait. Monsieur Saganache, je vous remercie énormément pour votre temps, miigwech, et on espère vous reparler bientôt. Au plaisir et félicitations pour ce nouveau programme. C'est ce qui conclut votre bulletin de nouvelles nationales. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres et au nom de toute l'équipe, félicitations à nos collègues Justin Brake et Karine Pugliese d'avoir remporté le prix Elias Boudinot pour la liberté de presse. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Miigwech, Narcomic. Merci.